Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous allons voir le multithreading en Rust. Déjà, le multithreading, c'est, on va dire quoi? C'est un concept fondamental de tous les systèmes aujourd'hui. C'est ça qui permet de tourner les systèmes d'exploitation, les IA, l'entraînement des IA et tout ce qui se passe. Donc déjà, nous sommes dans la documentation de Rust, comme toujours. C'est la meilleure. Nous allons commencer par une petite introduction. Et cette introduction nous est donnée par la documentation. On dit dans la plupart, en fait, le titre, c'est l'utilisation des threads pour exécuter les codes simultanément. Dans la plupart des systèmes d'exploitation actuels, le code d'un programme s'exécute dans un processus. Et le système d'exploitation gère plusieurs processus simultanément. Au sein d'un programme, les parties indépendantes peuvent s'exécuter en parallèle. Les composants qui gèrent les parties indépendantes sont appelés des threads. Par exemple, un serveur web peut utiliser plusieurs threads pour répondre à plusieurs requêtes simultanément. Donc, en fait, ici, le multithreading, c'est un peu la capacité là à exécuter une opération de manière indépendante. Donc, on encapsule une opération et qui s'exécute de manière indépendante. Et après, on vient peut-être l'ajouter encore, on va dire quoi? On vient peut-être l'ajouter au processus final. Maintenant, on dit repartir les calculs de votre programme sur plusieurs threads pour exécuter plusieurs tâches. Simultanément, on peut améliorer la performance, mais complexifier également le code. Voilà, il faudrait retenir que c'est un concept qui est assez puissant, mais qui est aussi assez difficile à mettre sur pied. Mais déjà, on va dire quoi, le risque, c'est un risque à prendre. Parce que déjà, la puissance que ça apporte dans le code, c'est assez énorme. On dit comme les threads peuvent s'exécuter simultanément, l'ordre d'exécution des différentes parties du code sur les threads n'est pas garanti. Donc ici, ils nous disent que l'ordre d'exécution n'est pas garanti. Cela entraîne des problèmes tels que les conditions de concurrence, les, les interblocages, les bugs de production et tout. Donc en fait, ils disent que malgré que les tradings sont bien, malgré qu'ils sont assez optimisés, on se rend compte que souvent ils s'exécutent de manière désordonnée en fait. Donc, c'est cette exécution-là qui cause souvent des problèmes. Mais le concept reste assez fort. Donc, on va aller tout de suite dans le code, voir de quoi il s'agit. Tout de suite dans le code, voir de quoi il s'agit. On va créer un nouveau projet, cargo new thread. OK. OK, on va faire cd thread. OK. On va faire clair. On va faire cargo run pour compiler directement le code. OK. On va faire code. On va ouvrir ce code sur Visual. OK. Ça se passe très bien. Voilà. On va un peu agrandir. OK. Maintenant, on va commencer directement le multithreading. On va commencer le multithreading. Et sachez que le multithreading fait beaucoup référence au système distribué. Et dans le système distribué, on fait aussi beaucoup référence au temps. Ici, les systèmes de thread vont englober d'abord, premièrement, le code asynchrone. Deuxièmement, le temps, la durée. Et troisièmement, le parallélisme. Donc, c'est ces trois principes-là qui font qu'un thread fonctionne assez bien. Donc, dans un premier commentaire, on va utiliser, je souhaite qu'on utilise trois librairies, Tokyo, Crossband et Rayon. Donc, on va commencer par le threading qui est dans la librairie standard de Rust. Donc, on va commencer par ça. On va faire us, std. On va faire thread. Donc, ça, c'est la librairie standard de thread en Rust. On va faire us, std, time, duration. OK. On va supprimer juste ce message. Ici, on va déclarer un thread. C'est assez simple. On va faire swap. OK. Donc ici, nous avons déclaré notre thread. Sachez juste que le thread permet d'exécuter les opérations de manière encapsulée. Donc ici, on peut mettre ce que l'on souhaite à l'intérieur du thread. On peut mettre ce qu'on veut. Il n'y a pas d'exigence là-dessus. On va faire une petite boucle. On va faire for i in 1 jusqu'à, disons que 5 pour faciliter la tâche. On imprime i. Donc, on imprime i. Mais maintenant, ici, on va définir une condition. Ce thread va fonctionner on va dire quoi? En 500 millisecondes. Donc ici, vous voyez for millis. Donc ici, ce thread va fonctionner en 500 millisecondes. Donc nous avons un premier thread que nous avons créé. Le premier thread permet juste d'imprimer les valeurs de i. Maintenant, on va essayer de créer une fonction en dehors du thread. Donc on va faire fn et je vais vous montrer quelque chose à travers cela. In 1, 5,
On va faire peut-être, disons, print i, et on définit encore le temps en fait. Donc ici, là, ce qui se passe, c'est quoi? Nous avons deux threads. Ici, nous avons l'opération qui est encapsulée. Ce premier thread-ci, on va faire un commentaire. On va faire le thread enfant. On va faire le thread enfant qui s'exécute individuellement. Ok. Ici, là, maintenant, dans cette deuxième partie-ci, ça fait partie du code. Donc, dans le processus de traite, qu'est-ce qui va se passer lors de la compilation? On a d'abord le code complet qui va s'exécuter. Mais dans le code, quand ça va s'exécuter, il y aura ce petit processus-ci qui va s'exécuter aussi en parallèle. Et il y a un mécanisme qu'on utilise pour joindre les deux processus. Un mécanisme qu'on utilise pour joindre les deux processus. Et voici le premier thread. Donc, on va maintenant voir le deuxième thread. Bon, on passe d'abord au mécanisme pour joindre les deux processus. Ici, on va faire handle. Voilà. Voilà comment on joint les deux processus. Ça veut dire quoi? Lors de l'exécution du thread, du code au complet, le thread enfant, qui est le thread qu'on a fait ici plus haut, va se joindre à cette exécution. Donc, le code va tenir compte de cela et faire exécuter ce code en même temps que le thread enfant. OK. On peut exécuter ça pour voir ce que ça donne. Cargo run. Il y a une erreur. OK. Une erreur de point d'interrogation. Cargo run. Handle. On dit que handle ne fait pas partie de ce scope. Ici, là, le scope dont nous avons utilisé, c'est... Nous avons déclaré quoi ici? C'est... OK. Ici, là, pour faire mieux, on va let handle. OK. Est égal à... OK. Vous allez voir, l'erreur va se réparer. On a essayé de donner un trait qui n'a pas d'identité au code. Voilà. Vous voyez, ça se passe proprement. Ici, là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons d'abord le main thread. Là, le main thread ici, c'est le thread du programme global. Ici, nous avons le petit thread, le thread enfant. On a le main thread, on a le thread enfant, on a le main thread, deux main threads, on a les deux threads enfants. Donc, ça veut dire qu'on a deux opérations qui s'exécutent en parallèle. Donc, ça, c'est le thread qui se trouve dans la librairie standard de Rust. Et on va rappeler ici que le thread peut aussi utiliser les pointeurs intelligents. Les pointeurs intelligents qu'on a vu dans une vidéo précédente nous permettent aussi de partager les informations entre ces threads. Donc, ce n'est pas pour rien que j'ai fait cette vidéo-là avant. Ici, nous allons essayer de voir comment on peut utiliser maintenant les threads. On va essayer de voir comment on peut utiliser les threads. On va essayer de voir comment on peut utiliser les threads dans cette partie-ci. Donc, on va supprimer le code. On va implémenter un nouveau type de thread. Voilà, avec les pointeurs intelligents. On va faire let. On va faire comme compteur, disons compteur comme ça, un truc comme ça. OK. On va faire arc new, OK. On va faire let handle est égal à avec. On va faire for. Voilà. Ça se passe déjà très bien. Et on va venir ici en bas, on va imprimer. OK. C'est tout. Je pense que le code fonctionne bien. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On déclare un thread. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente que le pointeur intelligent arc permet de partager les données entre les threads et le mutex permet de rendre une donnée mutable. Ça veut dire que cette variable compteur peut être partagée et est mutable. On a cette variable-là qui est partagée ici. On a cloné cette variable compteur dans une variable compteur clone. On fait passer cette variable dans un thread et on va imprimer cette variable-là. C'est-à-dire qu'on va déclarer un nouveau nombre letmut est égal à compteur.log. Cette variable.log veut dire qu'on va stocker cette valeur-ci dans le num. Et maintenant qu'on stocke cette valeur-ci dans le num, vu que cette valeur est aussi mutable, on va effectuer une opération d'incrémentation sur cette valeur. Et on va le faire ça pour y allant de 0 à 1000. Donc ça va prendre assez de temps. On va compiler pour voir ce que ça donne. Ah, il nous demande, on a oublié de mettre ça en librairie standard. OK.
On va recompiler pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui se passe? Oda mutex, ok. Copier. Vous voyez que, comme ils ont dit dans la documentation, les trades ne sont pas aussi faciles à manipuler en fait. Les trades ne sont pas aussi faciles à manipuler comme on le pense. Il faut être assez vigilant. Et on va débugger le code pas à pas pour voir comment les erreurs que cela nous donne. Ici, ils nous disent que on va déclarer 5 mutex. Voilà. Donc, on va juste copier cette ligne ici. Copier. Oui, on enlève ça. Hein. On peut enlever ça complètement. Et on va mettre la nouvelle ligne. Et on va compiler le code de nouveau. Ah, ok. Vous voyez, on débug le code progressivement. Voilà. Et ça fonctionne correctement. Donc, vous voyez, la séance de débugage n'a pas été facile. Mais on a quand même pu le faire. Donc, ça veut dire ici, on a un trade qui va aller jusqu'à 10 000. Et à chaque fois, on va incrémenter le trade de 1. Donc, à chaque fois, on incrémente le trade de 1. Ça va aller jusqu'à 10 000. Pour y allant de 1 à 10. Voilà ce qui se passe. On a ce nombre qui va aller jusqu'à 10 000. Maintenant, on va encore le faire itérer 10 fois. C'est pour ça que vous voyez 10 000. 10 000 là, c'est juste 1000 fois 10. Donc, voici en grosso modo ce que vous devez savoir sur les trades en Rust. Vous devez savoir que ça permet de faire les opérations de manière parallélisée. Voilà, on peut aussi utiliser Tokyo. On va faire une démonstration avec Tokyo. Cargo ADD Tokyo. Voilà comment on ajoute une librairie en Rust avec ADD. OK. On va venir ici, là, maintenant, dans le code. On va implémenter les trades avec Tokyo. Tokyo qui est, on va dire quoi, la meilleure librairie de Rust, où plein de frameworks sont basés dessus. On va faire use Tokyo main. Voilà, on va faire Tokyo stack, c'est mieux. Donc, c'est mieux, on va faire ça comme ça. OK, pour éviter les erreurs. Voilà. Ça veut dire qu'ici, on va déclarer un type de trade avec Tokyo. Tokyo, c'est l'une des meilleures librairies de Rust, je l'ai tantôt dit. On va faire let. On va faire let, thread 1. On met T1 est égal à task swap. OK. On va faire async. Comme je vous ai dit, ça fonctionne avec la programmation asynchrone. On va faire print. Voilà, ça se passe bien. Donc ici, le premier thread nous permet de juste imprimer une valeur. On va faire deuxième thread. Let T2 est égal à task swap. OK. On a mis les mauvaises accolades. Async. On fait encore juste, on imprime juste la valeur en fait. Que ça soit pas difficile. Donc ça veut dire qu'on a déclaré 2 trades. L'avantage avec Tokyo, ça veut dire qu'on peut déclarer jusqu'à 10 000 trades. Donc Tokyo a été conçu pour déclarer jusqu'à 10 000 trades. Donc ici, on va directement, on va essayer d'exécuter les trades. T1, point await, point envoie. Donc ici, point await va permettre qu'on attende que l'opération se termine. Donc ici, on va venir compiler. On va venir compiler. Ça va prendre assez de temps. Vu qu'on a ajouté une nouvelle librairie. Ah, Tokyo main. Ah, ok, je vois. On a oublié le dièse ici. Ok, c'est bon. Oh, encore une erreur. Ah, ok. C'est une erreur de frappe. Ok.
On va ajouter ce qu'il nous demande d'ajouter là. OK. On va recompiler. Cargo run. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, synchronisation. C'est une affaire de Tokyo. Qu'est-ce qui cause problème? Ah, c'est débugage de code pour nous prendre assez de temps. En fait, ce que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est que les threads sont assez utilisés quand on fait de grosses opérations qui nécessitent beaucoup de petits processus. Donc, on va arrêter comme ça pour cette vidéo. On va essayer d'éclaircir dans une autre vidéo qui vient précédemment. Et merci d'avoir suivi jusqu'à la fin.